Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Eh ben, on va y aller au culot, quoi. Now just a little pinch of organ. C'est les poubelles du Fouquet's. Et je suis de la DGCCRF, je vais prendre quelques sacs. Du restaurant ou de l'hôtel, là? Now give me a half a pint of horn. On va aller regarder ça en détail plus tranquillement que sur les champs. C'est quoi ça? Gélifiant à la pectine de pomme. Allez, hop. Allez hop. Depuis plus de 3 ans, le journaliste de Lyon Capitale Guillaume Lamy, refusant la langue de bois, nous alerte sur la prolifération de ces camions réfrigérés, blancs mais banalisés, qui envahissent au petit matin les trottoirs de certains restaurateurs, entre guillemets. Le chauffeur-livreur ne transporte bien souvent qu'une modeste cagette de carton, bien souvent garnie des produits élaborés par l'industrie agroalimentaire. Ces mêmes produits, une fois assemblés, donneront le menu du jour, fait maison, toujours entre guillemets. Kurnonski, le créateur du Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, n'en reviendrait pas, mais, comme disait Paul Bocuse, il faut bien vivre avec son temps. Vous avez vu celle-là? Quelle est la valeur ajoutée pour un cuisinier d'éplucher ses légumes? L'image d'Épinal du cuisinier qui se lève tôt pour acheter et éplucher est un fantasme, une Madeleine de Proust, une image du passé qui ne résiste pas à la rigueur économique et la bonne gestion d'un restaurant d'aujourd'hui. Moi, je fais encore partie des restaurateurs qui se font livrer leurs salades et leurs légumes tous les matins. Je travaille beaucoup de produits frais, mais il y a quand même pas loin de 30 à 40% des choses que j'achète qui sont de la 6e gamme, qui sont déjà élaborées. Et alors qu'on finit éventuellement d'élaborer en y amenant de la cuisson ou un petit assaisonnement supplémentaire, mais on ne travaille plus comme par le passé. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'avoir des brigades et des équipes avec une personne qui va éplucher des légumes du matin au soir. Ça, c'est sûr. Et plus on ira, et à mon avis, plus ça sera tiré dans ce sens. Et en tous les cas, moi, pour ce qui est de l'agroalimentaire, nous, les Toques Blanches, aujourd'hui, on a un très bon partenaire qui est Break France. Et qui, en tous les cas, ils ont des produits premium, qualité exceptionnelle. Je suis un intermédiaire qui met en relation des lieux de consommation et des lieux de production. Donc la société Break n'est pas industrielle, elle est distributeur. On a environ chez Break 450 fournisseurs. À 60%, ce sont des PME locales. Ces produits, ils sont apparus pour la collectivité au départ. Ensuite, les restaurateurs ont commencé à les utiliser et aujourd'hui, les ménagères aussi. Il y a un côté pratique, mais le résultat n'est pas le même. Hein. Il y a de la bonne cam, hein. J'ai rien contre, hein. Il y a de la très bonne cam en surge, il y a de la très bonne cam en préparation. Après, voilà, c'est pas le même combat, je pense. Break fait pas si c'est pour les citer, ne fait pas des mauvais produits. Hein. Dans l'ensemble, il y a des choses qui conviennent à tout le monde, en haut de gamme ou en moyenne gamme. Après, effectivement, sur des produits préparés, je ne sais pas, je ne les connais pas. Sur certaines viandes et poissons, je connais parce que j'en ai mangé chez certains collègues. Je pense on reste sur une qualité constante. Après, effectivement, sur de la préparation ou de l'assemblage, je ne sais pas, je ne connais pas.
En tant que distributeur, je commercialise différents types de produits. Des produits que j'appellerais bruts, dont le restaurateur prend et cuisine. On parlera de produits comme la viande, comme le poisson. L'hygiène, les normes, etc. On vous demande les certifications des viandes, etc. Donc tout ça, on est obligé quelque part de passer par eux. Voilà. Ils ont le monopole. Bon, après, nous, en tant que petits restaurateurs, qu'est-ce qu'on fait? On va au marché, on achète nos légumes. Chez Brek, entre autres, et je prends de la viande sous vide et le poisson sous vide. Et je m'arrête là. Il y a d'autres produits qui sont des produits complètement élaborés, qui pourraient être un gâteau, un dessert spécifique. Et là, je peux travailler avec une entreprise en Corrèze qui peut me faire un dessert à la châtaigne de manière artisanale. L'agroalimentaire, on ne peut pas dire que tout est noir ou tout est blanc. Il y a du bon et il y a du mauvais. Simplement, le mauvais, c'est là où on fait le plus de marge. Comme leur mousse au chocolat qui vous vendent dans des seaux et vous trouvez ça appétissant? Ou les îles flottantes, hein, c'est des bacs de blanc tout près. La crème anglaise, enfin tout. Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes. Il y a un truc qui m'agace souvent à Lyon, c'est quand tu vas dans des restaurants où il y a la prétention de plats alors qu'ils ne savent pas faire les gens. Quand j'étais petit, mon grand-père, il n'était pas commode, tu vois, il avait un costume 3 pièces, une montre qui pendait du gousset comme ça, et il m'amenait, de temps en temps, c'était le jeudi à l'époque, on n'allait pas à l'école, il m'amenait donc au restaurant. Il était sévère et tout. Je te promets, dès qu'il rentrait, on allait chez la mère Filleul, la mère Machin, chez Léa, la voûte, tu vois, les dames qui à l'époque faisaient la cuisine. Et bien mon grand-père, quand il arrivait avec moi comme ça, il rentrait, elle lui dit « Oh, bonjour le père Chuseville » ou « Bonjour monsieur Chuseville, vous pouvez vous asseoir là ». On s'asseyait là et il ne demandait rien. La dame arrivait de derrière et tout de suite elle disait « Aujourd'hui, il y a ça et il y a ça ». Il disait « D'accord ». Tu comprends? Il disait pas « Bon, il y a pas... » Mais c'était pas idiot. C'était pas idiot. Et il se taisait et on mangeait formidablement bien. Et elle avait deux choix. Quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes, de la Sarthe. Quand je me suis installé, c'est un peu ce qu'on me disait, chef. Qu'est-ce qu'on mange, quoi? Et même encore maintenant, moi, on me le demande. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, chef? Voilà, ça se fait encore. Hein. Si vous avez une carte à rallonge avec 18 entrées, 42 plats, 36 desserts, moi, personnellement, je ne mets pas les pieds. Parce qu'on sait très bien que les types, ils ne peuvent pas faire ça, quoi. Quand tu fais 200, 300 couverts et que tu essayes de maintenir une qualité de travail sur ce que tu envoies, tu fais de la sous-traitance pour peut-être un dessert, 2 desserts, 3 desserts sur la carte, alors que tu en as 6, peut-être une entrée ou un produit d'une entrée. Une viande ou autre qui vont arriver et qui vont te simplifier, effectivement, peut-être te faire gagner un poste ou deux. C'est surtout ça l'histoire. Et qui te permet aussi, derrière, bien sûr, de garder tes prix attractifs. Ce qui coûte le plus cher, c'est de faire écosser tes petits pois comme ce matin, tu vois. Tu fais 2 kilos, ça te prend 3 quarts d'heure. Tu fais... lève tes filets, tu les enlèves, t'enlèves la peau, tu les découpes en petits carrés, tu vois. Pour une entrée... Quelle est la valeur ajoutée d'un cuisinier d'acheter une carcasse et d'aller faire de la découpe de viande? Moi, je lui apporte du piécé comme le ferait son boucher. Et en plus, plutôt que se déplacer, je lui amène chez lui. Le travail du cuisinier aujourd'hui est simplifié et je le répète, il me semble qu'on est obligé de passer par là pour un coup de revient. La note que nous payons dans un restaurant, bien entendu, il y a les produits qui servent à faire le repas que nous avons dégusté. Il y a aussi le personnel en salle, il y a le personnel en cuisine, il y a aussi le coût du lieu dans lequel vous êtes. Le foncier est de plus en plus cher, donc pèse de plus en plus dans la note du restaurateur. Plus évidemment on va réduire le coût moyen du repas et plus la marge pour nous est restreinte. Donc tout ça signifie qu'aujourd'hui on pourrait galvauder la qualité. Je pense que l'arme d'un cuisinier aujourd'hui, c'est au contraire de privilégier la qualité, ça c'est sûr, et de respecter quand même un rapport qualité-prix intéressant. Je suis convaincu qu'il n'y a que comme ça
la pérennité d'un établissement. Quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Beaucoup de restaurants disent on ne peut pas travailler avec toi, Patrick, parce que tu es trop cher. Et alors ici, le critère de la qualité d'un restaurant, je leur dis mais il vaut mieux payer un peu plus cher, mais vous allez avoir du monde qui va revenir et tout. Oui, mais le coût, on a moins de marge bénéficiaire. Je dis bien sûr, si vous multipliez par 3, essayez de multiplier par 2 au lieu, c'est déjà pas mal. Bon, je focalise sur les desserts là. Non. Bon, par exemple, pour ce fondant au chocolat que vous allez toucher peut-être à 89 centimes et que le gars va vous le vendre à 6 €, c'est abusé, non? Une bonne paire de claques dans la gueule. Encadrés et surveillés par les services de l'hygiène, certains restaurateurs prennent le parti d'une cuisine d'assemblage en s'approvisionnant auprès de l'industrie agroalimentaire. On commence par le bouillon cube et on en arrive à réceptionner des sauces en poudre, des gratins portionnés et pré-cuits ou des desserts qui ont la joliesse d'un grand faiseur. Direct au creux de l'estomac. Le CAP de cuisinier, il y a quelques années, a été complètement revu et corrigé. Qui est-ce qui a souhaité revoir et corriger ce CAP de cuisinier? Je vous le donne en mille, l'agroalimentaire. Dans mon âme, j'ai deux personnes, j'ai l'âme du poète et l'âme du savant. Alors l'âme du poète, elle dirait que effectivement j'aime les produits. Puis de l'autre, il y a le savant qui est aussi le formateur en hygiène, qui connaît la législation, qui sait qu'il y a une restauration qui se développe, mais parce qu'il y a une offre et forcément une demande. Mon travail de formateur, c'est être capable de former des jeunes, tant sur le produit, les bons produits, les produits de saison, mais être capable aussi de travailler avec des produits semi-élaborés. Avant, on apprenait à lever un filet, c'est quand même le métier de base d'un cuisinier qui fait un poisson, on lève un filet. Aujourd'hui, on ne lui apprend pas à lever un filet, par contre, on lui apprend à remettre en température. Alors, remettre en température, ça m'a toujours... c'est-à-dire quoi, remettre en température? Remettre en température, dans le pire des cas, c'est on a son micro-ondes, on remet en température un produit élaboré, semi-élaboré, qui vient du haut de la chaîne, c'est-à-dire aujourd'hui qui est l'industrie agroalimentaire. Les cuisiniers fabriquent plus leurs andouillettes, ne font plus leurs boudins, déjà depuis longtemps. Et plus on ira dans le temps, et plus ça sera comme ça, de toute façon. Ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus des locaux qui sont aux normes d'hygiène réclamées pour élaborer ces produits. Et voilà, c'est le progrès, quoi. On va mettre une enseigne boulanger. Une enseigne boulanger, bon, parce qu'il est soi-disant qu'il fait tout, mais c'est pas toujours vrai. Il peut acheter son enseigne et ne pas faire exactement ce qui doit être fait. Ça, c'est pas un problème. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Chacun regarde son portefeuille, chacun regarde sa façon de travailler, sa façon de vivre, ce qu'il veut faire. On n'est pas là pour juger. C'est pas nous qui devons juger, nous professionnels, mais c'est peut-être le client qui doit juger. Si le client ne juge pas, aujourd'hui, à l'Institut Paul Bocuse, on est manager, on n'est plus cuisinier. On fait du management culinaire. C'est étonnant, hein, quand même. On n'apprend plus à cuisiner. Un restaurant, c'est du business, c'est une entreprise. À la tête de cette entreprise, on peut trouver soit des cuisiniers, soit des gens qui ne sont pas cuisiniers mais qui viennent du cursus de l'hôtellerie, qui ont été maîtres d'hôtel, serveurs, ou tout simplement des gens qui ne viennent pas forcément de cette filière-là mais qui ont la fibre entrepreneuriale. Donc en fin de compte, comme dans toute économie, dès lors qu'on désire créer une entreprise, eh bien, on choisit un positionnement. Et donc la restauration est diverse puisqu'elle a différents positionnements qui répondent au mode de vie des citoyens que nous sommes. Oui. Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les carottes, quand on a perdu les pistes, les crevisses, Aujourd'hui, par exemple, à Lyon, ça c'est clair, c'est les chiffres de la CCI. 70% des repreneurs de restaurants ne sont pas restaurateurs.
il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Comment on appelle ça? C'est permis d'exploiter. Les syndicats professionnels, puisqu'il y a une nouvelle législation, fait que nous avons l'obligation, dès lors que nous sommes restaurants, maintenant de passer ce type de stage. Il dure 3 jours, qui coûte quand même 980 €. Et on vous 980 €. Et avec ce papier, on vous autorise en fait à ouvrir votre établissement et à exploiter. Exactement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un CAP. Je ne suis pas du tout sûre qu'on puisse ouvrir un salon de coiffure si on n'a pas un CAP de coiffure. Mais n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Et ça, c'est quand même très abusif, quoi. Et c'est vrai qu'on mange quand même de plus en plus mal en France dans les restaurants moyenne gamme, on va dire. Moi, je suis estomaquée quand je vais en Italie de voir la qualité des restaurants en Italie. C'est incroyable, quoi. Je crois qu'en France, on a une espèce de complexe de supériorité mal placé qui fait qu'on ne peut pas imaginer qu'on mange mieux ailleurs. Mais enfin, il suffit de passer la frontière italienne pour se rendre compte que c'est tout autre chose, quoi. Une bonne paire de claques dans la gueule, un grand coup de savate dans les fesses, un marron sur les mandibules. Ça vous fait une deuxième jeunesse. Ensuite, on vous dit qu'il vaut mieux prendre un assembleur. Hein, le gars, le jour où votre cuisinier, parce que tous les cuisiniers sont caractériels, hein, forcément, le jour où ça lui prend la tête, qui vous dit bon allez salut, et vous au moins vous n'êtes pas dans la merde en gros. Hein. Vous avez juste à ouvrir vos sachets, mettre votre bain-marie en route, hein, et puis votre sauté de bœuf, il sera comme ça, et puis il aura le même goût que la veille ou l'avant-veille, et que les clients ne se rendront pas compte que c'est pas la même personne qui a cuisiné, quoi. Pour eux, ça sera pareil. Je suis surpris que dans ce stage, il y ait ce type, je dirais, de formation, d'information, de recommandation. Parce que quand je regarde, je dirais, le business, moi, que je fais, le positionnement que j'ai, mon positionnement, c'est la défense du cuisinier dans sa cuisine. C'est lui rendre la vie plus facile. C'est-à-dire qu'un cuisinier, généralement, bien entendu, c'est quelqu'un qui aime partager. Et que cet homme qui aime partager, je dirais, sa vraie valeur ajoutée, il le fait de la manière dont il fait ses plats. Ça vous fait une deuxième jeunesse. Le problème, c'est qu'on a laissé tous ces goujats s'installer là. Qui a permis à ces gens de s'installer et de prétendre faire de la cuisine? C'est avec qui dangereux la cuisine. Tu peux rencontrer très facilement un mec gravement malade avec pas grand-chose, mais qui va traîner ça toute sa vie. Hein. Donc pourquoi on a laissé des ploucs qui ne connaissent rien s'installer pour faire du fric avec la bouffe? C'est ceux-là qui nous cassent les... Je te jure, il ne peut pas y avoir de diplôme pour les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui... Mais non, il y a des gens qui s'installent, qui ne savent pas faire la cuisine, qui n'ont même pas un CAP, qui n'ont rien, qui font des trucs géniaux. Et t'as des mecs qui sont des empoisonneurs. T'as des empoisonneurs qui ont tout fait. C'est-à-dire que c'est surveillé de près, il n'y aurait pas d'empoisonneurs et il n'y aurait pas tout. Et c'est le problème d'une société, c'est-à-dire que pour protéger la population, on réglemente tout le système de façon un peu aveugle et de façon un peu... oui, complètement aveugle. En vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. La tendance aujourd'hui, la grande mode, c'est le risque zéro. Nous sommes dans un monde d'assureurs, nous voulons nous prévenir contre tous les maux, toutes les menaces. D'où l'intervention du législateur qui contraint la société à s'adapter constamment aux nouveaux règlements. L'ensemble du corpus réglementaire qui régit l'hygiène alimentaire aujourd'hui résulte de directives européennes et même au-delà de directives, d'une politique européenne, qui n'est pas sans nous poser quelques problèmes d'ailleurs. Travailler des œufs frais, on sait que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. On trouve des jaunes d'œufs en bidon. Hein. Tous les mois, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, la quenelle, depuis les normes européennes de Maastricht en 92, les petits charcutiers, les cuisiniers se sont fait dessaisir de la fabrication de ce produit. C'est bien dommage, avant on n'était pas contrôlé comme on est contrôlé maintenant pour l'hygiène. Et puis ça allait aussi bien et
Et c'était bon, hein. 90% des charcutiers ne fabriquent plus leur boudin, ne fabriquent plus leurs saucissons. Ils achètent ça chez des petits industriels qui se sont spécialisés. Fernand Point, Bocuse, Trois Gros, Lame et Abrasier, mais je sais pas, on les embêtait pas comme ça. Et c'était extraordinaire. Maintenant, on peut plus bouger un doigt, quoi. Ces normes qui sont vraiment très contraignantes, bon, elles sont appliquées de façon plus facile à l'échelle industrielle qu'à l'échelle fermière ou des petits producteurs, où souvent il y a des contraintes qui leur coûtent cher, et il faudrait quand même de temps en temps raisonner un peu les normes d'hygiène de manière à faire en sorte qu'elles restent compatibles avec les productions traditionnelles. Regardez maintenant tout ce qu'ils ont fait dans les fromageries, les petites fromageries, pour les mettre aux normes. Il faut tout qui nettoie, il faut tout que ça soit aseptisé pour faire du fromage. L'Europe, elle est composée de Français, et puis elle est composée de 26 autres peuples qui n'ont pas forcément la même conception que nous avons du degré idéal de maturation d'un bon camembert. Et l'Europe, c'est comme un État, c'est comme une ville, c'est comme une famille, c'est un compromis. Alors nous essayons de faire en sorte que le compromis qui est établi à Bruxelles satisfasse nos envies et nos goûts. C'est plus le chou, mais le poids de Bruxelles, c'est vrai qu'on parle souvent des fromages au lait cru, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était le coup de la banane guadeloupéenne qui devait faire tel centimètre, avoir un angle de tel degré, et ça, je trouve ça complètement ridicule, c'est vraiment une affaire technocratique sans intérêt. Après, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas décider de tout, mais avant qu'ils nous enlèvent les fromages au lait cru, je pense qu'on a de belles années devant nous. On a encore de belles années. Ouais, on les achètera sous le manteau. L'hygiène, c'est sûr, c'est un souci. Nous, on est les premiers à vouloir respecter l'hygiène. Par contre, je trouve que parfois, on va un peu trop loin dans l'hygiène, et si c'est pour nous faire manger que des trucs lyophilisés, je vois pas trop l'intérêt de l'hygiène. Ah oui, c'est ça le fond alors. Voilà. Si vous faites un fond de sauce avec du veau fermier, avec des produits fermiers, on nous donne que 24 heures. Alors que si vous achetez un fond de sauce qu'on nous oblige de la maison chef, je vous défie de trouver dans ces produits quelque chose qui soit sain. Je préfère ne pas mettre de sauce que mettre une sauce toute prête ou en sauce, il n'y a aucun intérêt. Je ne vois pas ce que ça peut apporter. Si notre veau est bon et notre viande est bonne, à ce moment-là, pas faire de sauce, juste sel et poivre, et exactement pareil pour le poisson. Il n'y a aucun intérêt d'apporter ces fonds de sauce en poche ou déshydratés. Les sauces de veau avec du vin rouge. Là, on laisse réduire. Le fond de sauce peut attirer absolument tout ce qu'on peut voir comme bactéries, microbes, etc. Donc ça peut être une bombe. Le fond de sauce peut être dangereux. Le problème, c'est qu'il y avait de très bons chefs qui respectaient la maîtrise du fond de sauce, et puis de mauvais chefs qui étaient capables d'empoisonner leurs clients. Et malheureusement, eh bien, quand il y a trop de gens qui sortent de la route, ce sont les bons conducteurs qui sont punis. Si vous allez voir l'armoire des fonds de sauce de Paul Bocuse à Collonges au Mont-d'Or, il a toute une armoire de fonds de sauce, réfrigérée, propre. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de souci. Par contre, le fond de sauce dans une casserole entre la serpillière sale, la bouteille d'eau de Javel au fond du placard, ça non. Dans les années 50, quand tu allais dans un restaurant, à Lyon par exemple, si tu avais le malheur d'aller aux toilettes, tu t'apercevais que les toilettes, elles donnaient sur le plan de travail de la cuisine, que le sol, il était noir, graisseux, que tu pouvais tomber, et que quand tu ouvrais la porte de la cour, il y avait des rats qui couraient de tous les côtés. La cuisine lyonnaise des années 60, c'était comme ça. C'était dégoûtant. Dans 50 ans, les bouchons, à mon avis, il n'en restera plus guère. C'est le progrès, quoi, voilà. Les concepts évoluent. De toute façon, aujourd'hui, la taille des affaires change. Toujours pour une histoire de normes. Là, pour l'instant, on ne nous dit rien parce que c'est comme ça depuis des années.
le cadre est de 34, donc voilà. Mais mon successeur aura automatiquement des travaux à faire. Les toilettes sont exiguës. Généralement, dans 100 mètres carrés, tu fais un bouchon où tu peux accueillir 60 personnes. Aujourd'hui, c'est plus possible de créer un bouchon. C'est vrai que pour 2014, il y a un gros job d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Le problème, c'est que pareil, c'est que quand on fait des lois pour le plus grand nombre, on s'adapte peu aux cas particuliers et enfin, je vois par exemple dans le Vieux-Lyon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne pourront pas faire d'accessibilité aux handicapés. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient prêts à venir, à aider les gens, à s'installer et tout. Mais je pense qu'on ne peut pas demander à tout le monde. Enfin, je veux dire, sinon, on fait des lois que pour les McDonald's, quoi. Ça fait partie d'une norme qui arrive, mais dans 10 ans, elle sera complètement intégrée à la notion de restauration. Et puis, il y aura une autre nouvelle norme qui arrivera. C'est le monde dans lequel nous vivons. L'avenir de la restauration, et on le voit, toutes les belles affaires qui se montent aujourd'hui, c'est des concepts de quand tu fais pas au moins 200 ou 300 places, t'as rien ouvert, quoi. L'envie de se mettre à la brasserie, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est vrai que la course aux étoiles, ça coûte très cher, que ça demande énormément de personnel et qu'en France, en termes de personnel, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de charges, et que la brasserie, ça permet aussi de partager sa cuisine avec le plus grand nombre. L'année dernière, on a ouvert cette brasserie, qui est une brasserie, j'aime pas tellement le mot brasserie, mais qui est une brasserie gastronomique, où on privilégie le rapport qualité-prix. Et effectivement, on travaille plutôt très bien, puisque tous les midis, on est complet. Et ça permet de démocratiser un peu le côté gastronomique, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même de manger, surtout au déjeuner, rapidement, et puis de trouver un rapport qualité-prix en face de tout ça, quoi. Dès le début de son histoire, à peine descendue de l'arbre, la nourriture devint le problème central de l'homme et de sa survie. Nous avons dû apprendre les techniques de la domestication de la nature à des fins alimentaires et éviter le pourrissement des récoltes, comme la dégradation des viandes et des poissons. 60% du business que fait Brec est sur la technologie surgelée. Donc le premier conservateur, c'est le froid. Alors moi, le surgelé ou sous vide, c'est pas quelque chose qui me traumatise, c'est un mode de conservation. C'est-à-dire qu'on le garde, si le produit est brut au départ, c'est vraiment un truc, ça ne me dérange absolument pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de chefs qui utilisent un peu des méthodes de surgélation et des choses comme ça dans leur cuisine. Un thon albacore, pêché, au moment où il est pêché, surgelé à moins 60, ce produit, quand il arrive ici pour être préparé, c'est pas un plat tout prêt. Donc il y a eu une association historique du surgelé et du plat préparé. Mais le surgelé, c'est un mode de conservation. Jusqu'à maintenant, je refusais de mettre des conservateurs et des additifs. Mais vu que mon activité progresse, je vais être appelé à avoir une nouvelle clientèle et je vais être obligé de passer. Et pour avoir l'agrément européen, je vais être condamné à mettre des conservateurs. Quand je fais analyser mon produit, les germes apparaissent au 16e jour, à condition que la chaîne de froid n'ait pas été rompue, c'est-à-dire dans des modes de conservation sans rupture de chaîne de froid très stricte. Le problème d'un produit, après, quand il commence à se balader, quand tu le vends en quantité, tu as énormément d'accidents, de rupture de chaîne de froid pour le transport, quand il y a plusieurs intermédiaires. Donc tu es obligé d'avoir une marge beaucoup plus importante. Et il faut que tu aies un produit qui se garde 3 semaines pour éviter les accidents, quoi. Mais ça te permet aussi, par exemple, je pourrais facilement aller vendre mon produit sur Paris. À l'époque de ma grand-mère, le produit serait resté régional et n'aurait pas pu être exporté. Donc il y a des avantages, hein. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. L'Europe s'est embarquée dans une aventure gigantesque, monumentale, pour que tous les produits chimiques de toute nature soient tous testés dans des conditions très importantes de toxicologie pour connaître véritablement les seuils qui peuvent être toxiques pour chaque produit. Savoir ce que je mange. Ça, c'est vraiment le problème de ce qu'on achète tout prêt.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait qu'il peut y avoir des tas de choses pas bonnes du tout. Des additifs, un nombre d'additifs incalculable, quoi. Il est rare que dans un produit quelconque, un aliment, il y ait un seul de ces produits. Et il y a plusieurs additifs. Même une boisson, il y a plusieurs additifs. Un soda, que sais-je. Et donc là, c'est une démarche additionnelle qu'il va falloir entreprendre pour tester l'addition de ces produits, sachant que certains de ces produits peuvent se potentialiser. Et donc il faut analyser, étudier. C'est la grosse différence avec nous qui ne mettons aucun conservateur, parce que la terrine, on va la vendre pour la vendre fraîche dans la semaine. C'est pas quelque chose qu'on va garder un mois. Or, vous pouvez acheter maintenant des terrines industrielles qui ont un mois de date. Donc, comment voulez-vous conserver un produit si longtemps si vous n'avez pas mis des conservateurs, des additifs, des rougisseurs Tout le monde achète des terrines forestières, tout mélangé avec des... Tous autant qu'on est, on n'échappe pas à manger, malgré notre bienveillance, du E220 quand on mange, bon, j'allais pas dire un bouillon de légumes, mais un pâté en croûte ou du feuilletage ou des choses comme ça, quoi. Dans toutes ces fabrications industrielles, font non pas seulement des terrines de poisson, mais ils vont faire des terrines de chevreuil, ils vont faire de tout, si bien qu'ils utilisent des ingrédients qui sont volatiles et qui peuvent se retrouver, des gens qui sont allergiques par exemple aux noix ou aux noisettes, eh bien vous pouvez en retrouver dans une terrine de chevreuil, mais vous pouvez aussi en retrouver malheureusement dans une terrine de poisson parce que c'est volatile, c'est la poudre. Les fraises d'Espagne, tu veux que je te raconte là? Ah bah alors là, qui vient par millions de tonnes, qui ne veut même pas rentrer dans le pays tellement il y a des produits qui sont interdits et tout, et qui rentrent quand même. Attends, on les intoxique les gens. C'est on intoxique les gens qui sont picousés aux hormones traumatiques. Parce que moi je vais souvent chez les paysans, les abattoirs aussi. Les mecs ils te balancent des picousses dans le cul du bestiau comme ça, avec 3 pompes dans le cul pour qu'elles s'enlèvent tout de suite, tu vois. Sinon elles meurent, tu vois, on a un peu de temps. Il faut voir comment ils sont traités ces animaux. Mais c'est les paysans qui le font directement ou il y a un vétérinaire? C'est le vétérinaire qui le fait. Mais le vétérinaire, il n'a pas une obligation d'avoir une sorte de déontologie de sa profession pour faire n'importe quoi? On s'en fout complètement. Hein. Ah d'accord. Reste 10 minutes, j'ai pas le temps dans les boucles à faire. Ah, d'accord. Balance les trucs, la 400 boules, la picouse, et puis terminé. Hein. La sécurité complète, absolue, n'est pas garantie encore. Hein. Prouver l'innocuité totale de quelque chose, ça ne se fera jamais. Moi, quand j'ai fait ma médecine, on m'a appris que l'amiante était un matériau merveilleux. La précaution absolue est incompatible avec les avancées scientifiques. S'il y a un produit pour lequel le principe de précaution devrait s'appliquer, c'est bien les OGM, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On est vraiment des apprentis sorciers, on prend des risques énormes. Ça devient de plus en plus compliqué de lutter contre ces lobbies, y compris au niveau de la recherche, parce que leur recherche privée est évidemment très opérationnelle, parce qu'ils ont tous les moyens. Et l'INRA, recherche publique, a du mal à suivre. Vouloir un monde à risque zéro, c'est une utopie, ça n'existera pas. Quand vous vous levez le matin, vous commencez à courir des risques. Il faut que l'affichage soit compréhensible, qu'il soit simple. Il ne faut pas que ce soit une liste de numéros, parce que ça, c'est incompréhensible par tout le monde, et même des fois par certains experts. La plupart des produits ont une durée de vie qui sont très faibles dans tout ce qu'on nous propose, dans tous les apéritifs, les desserts lactés, toute cette gamme de produits. On est dans l'innovation permanente, et donc dans l'innovation permanente, on est aussi dans les process permanents. Et je pense que très souvent, les industriels ne connaissent pas la nocivité réelle. Il y a 100 000 cas de cancer dont on ne sait absolument pas par an d'où ça vient. On suppose, parce que là je vais être gentil, je ne suis pas médecin donc je ne veux pas m'avancer, on suppose que ça vient de la nourriture, on suppose que ça vient de l'alimentation. On n'arrête pas de dire aux gens il faut manger plus de légumes, faites attention à ne pas grignoter et je ne sais quoi. Donc c'est très grave, on le dit d'une manière sûrement très douce, mais c'est très grave. Les Français, et les autres d'ailleurs, s'imaginent que tout est totalement sous contrôle, expertisé en long, en large, en travers et très longtemps avant l'introduction sur le marché.
Ce n'est pas toujours le cas. Récemment, on a le problème avec Coca-Cola et un colorant qui vient d'être déclaré cancérigène et qui va être interdit. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses comme ça, mais parallèlement, je pense qu'il aussi va y avoir de plus en plus de gens qui vont se faire connaître, d'initiatives qui vont se faire jour et qui vont dire c'est possible de faire autrement, de faire mieux, avec plus de plaisir et peut-être même moins cher aussi. Le consommateur a vraiment le pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut décider, lui, de boycotter tel produit parce qu'il sait qu'il n'est pas bon, qu'il est mal cuisiné, parce qu'il peut boycotter tel restaurant parce qu'il sait qu'il va y trouver une cuisine d'assemblage et que ce n'est pas du tout ce qu'il recherche en allant au restaurant. Il y a de plus en plus de sortes de fast-food, de restaurants rapides, où les gens prennent de moins en moins de temps pour déjeuner. Et ça, c'est ce qui nous fait du mal. C'est que maintenant, les gens, ils n'ont plus que 3 quarts d'heure, 1 heure pour manger. Et plutôt que de se dire, on prend notre temps, on va aller manger dans un restaurant, non, ils vont s'arrêter dans un fast-food, ils vont s'arrêter dans une pizzeria ou quelque chose comme ça. Il n'y a qu'un repas sur 7 qui est pris en dehors du domicile. Donc je dirais encore le gros de la consommation du français est fait chez lui. Et se pose la question de comment il cuisine chez lui. J'invite les gens à cuisiner le plus possible les produits bruts. De vraiment tout faire eux-mêmes, enfin, tant que faire se peut, parce que c'est facile. Enfin, c'est facile. Faire de la cuisine ménagère, ça demande un petit peu de temps, mais ça demande pas une technique exceptionnelle. Et c'est vrai que moins on prend des produits pré-travaillés, plus on a de chances de connaître ce qu'il y a dedans et de pas se retrouver avec en effet plein de conservateurs, parce que c'est jamais très bon, ni au goût ni pour la santé. La crise de confiance alimentaire que nous traversons date du début des années 90. Souvenez-vous, les vaches devenaient folles et titubaient comme des ivrognes en fin de banquet. Nous étions stupéfaits d'apprendre que certains éleveurs nourrissaient le bétail à l'aide de farines animales confectionnées à partir de leur carcasse, leur charogne. Les veaux mangeaient les restes de leurs grands-parents. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un moment dans les années 60 où on a vu arriver sur le marché, et Dieu sait qu'à l'époque on trouvait encore des bons produits, les fameuses volailles nourries à la farine de poisson. Quand on mangeait un poulet, on avait l'impression de manger du crocodile. Comment ils font les mecs pour te fournir un pot-au-feu à midi ou je sais pas quoi, les plats du jour à 9 € là? Dis-moi voir comment ils font. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ton pot-au-feu à la maison te revient à 12 €. Quand tu l'as acheté toi personnellement, plus 2 heures de boulot, plus le reste. Ils élèvent peut-être le bœuf dans la cour. Hein. Ouais, mais de toute façon, hein. Pas du bœuf qu'ils achètent, c'est de la viande. Comment tu veux que le mec y vive d'abord avec ça, à 9 € quand il ne peut pas, hein? C'est pas possible, moi. À quel prix on peut nourrir les gens? Il faut qu'ils payent les gens cher. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est dépenser 20 000 € dans une bagnole de merde, ils te demandent pas ton avis. Le problème, c'est qu'on n'est pas si nombreux à être riches. Il faut obliger les gens, sinon tout le monde va le dire. Une bonne paire de claques dans la gueule. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'il vaut mieux manger une fois par semaine un bon steak plutôt que d'en manger tous les jours. Donc je pense qu'il faut vraiment privilégier la qualité du produit, quitte à le payer plus cher. Et puis c'est tout. Et ça n'alourdit pas. Je vous défie de manger quelque chose dont la bête n'a jamais vu le jour, qui est stressé, qui n'a pas de place pour se coucher, qui n'est jamais dehors au contact de la nature et qui est engraissé juste pour sa chair. Qu'est-ce que ça peut donner? Pour les poissons, autre cause et même résultat. Nous avons tellement raclé le fond des mers, en partie pour fabriquer des farines animales, et c'est l'histoire du diable qui se mord la queue, que nous avons dû inventer l'aquaculture. Là, il reste les résidus de ce qu'ils ont mangé, granulés, je sais pas quoi, moi. Les coquettes pour les clébards, je sais pas quoi. La chair, tout, regarde, ça c'est sauvage. Et là, c'est de l'élevage, quoi. Tu fais la comparaison entre les deux, je te les ouvre. Tu vois? Et tu peux pas te tromper. Pourquoi c'est une chair blanche et l'autre c'est une chair rouge? Ils sont enfermés dans des parcs où ils sont des dizaines de milliers à l'intérieur. Alors qu'un... Ah bah lui, il est tout seul avec sa copine, il se casse, ça va faire un tour là-bas, quoi, puis il revient. Ouais. En 2010, c'est la première fois dans l'histoire
humaine qu'on mange plus de poissons d'élevage que de poissons sauvages. Et ce qui pose des problèmes sur la nourriture, c'est-à-dire comment on nourrit un poisson d'élevage. On lui donne du poisson sauvage à bouffer, enfin des trucs... C'est élevage. Ah bah oui, non mais... Oui. Ça n'a rien à voir. Dans certaines espèces, 80% de ce qu'on mange, c'est de l'élevage. Hein, on ne pêche plus de saumon sauvage en Atlantique Nord, là il n'y en a plus. J'essaye de travailler que du français, mais bon, derrière, là je me suis dépanné aujourd'hui en saumon, ça va être, là c'est du saumon d'Écosse, il est pas mal. Saumon d'Écosse, la belle rouge, qui t'es sûr que ça n'a pas été élevé ou qu'il n'a pas mangé des merdes. Quand les élevages sont de qualité et que le poisson n'est pas nourri à la farine, mais qu'il est nourri, enfin, s'il est nourri toujours à la farine au granulé, mais quand on ne lui fait pas manger de la farine animale, quoi. Quand il mange du poisson, ce qui devrait être sa nourriture, le résultat est assez... Quand on achète des poissons de label rouge par exemple, le résultat est assez bien, quoi. Tu vois la différence entre un... voir, je vais te montrer. Pardon, je suis parti dans le champ là, non? Pousse-toi. Là, tu peut-être plus, ouais. Ah, ça se voit. Tu vois, ce saumon bien rouge, oui. Ça a été magnifique ce matin, oui. Ça c'est un saumon de Norvège. Il n'a pas eu la même bouffe. Comme qui dirait, il n'a pas eu la même chance dans la vie, quoi. En termes de travail, un couteau, pour lever les filets, vous le sentez, vous? Il y a une différence au niveau de la texture, ouais, au niveau de... C'est vrai que plus de gras. Plus de gras. De élevage. Ouais. Ouais. Ben c'est vrai que pour sentir tout de suite, ça va. Pour plus de gras. La dorade, ça coûte 6 € le kilo, la dorade d'élevage. Maintenant, la dorade sauvage, à moins de 25, 30, ouais. Quand c'est de la belle pièce, 40, 50 €, s'il y a un peu de Corse, Méditerranée ou l'autre, tu vois. Non, il n'y en a plus du poisson sauvage, donc c'est très très cher. Mais déjà, à 80%. On revient toujours au coût. Je ne parle pas pour le restaurateur, je parle pour le particulier. Parce que les restaurateurs, ils veulent toujours, dans les bons restaurants, ils prennent les meilleurs produits. Mais pour le particulier, il prend le moins cher. Donc c'est pour ça que ça s'est développé à fond. On veut aussi démocratiser beaucoup de produits. Alors est-ce que c'est un bien ou c'est un mal? Bon, mes parents, ils ne mangeaient pas de bar, ils mangeaient du maquereau, parce qu'ils mangeaient avec leurs moyens. À l'époque, avec la grande bourgeoisie qui mangeait du bar. Aujourd'hui, même les ouvriers peuvent manger du bar, mais c'est un bar d'élevage. Le foie gras, il y a seulement 40 ou 50 ans en arrière, il n'y a que la bourgeoisie qui pouvait se payer du foie gras, même pour les fêtes. Aujourd'hui, même les ouvriers en mangent toute l'année. Encore la chance que je suis là, ne veuille pas le cuire à l'extrême, parce qu'il en est incapable, quoi. Ça le fait chier. T'as plus rien. Le gras fondu, t'as plus rien. Ouais, que là, j'ai enlevé la peau, et regarde, il reste une chair. On va manger l'élevage. Mine de rien, il y aura du goût en bouche. Par contre, c'est comme avant, paf, il n'y a plus de longueur en bouche, il n'y a rien, ça s'arrête. Bah oui. Exactement, on prend le sauvage, on aura un goût déjà plus fin, et puis on aura une longueur en bouche, on l'a encore, mais exactement. Oui, mais la question c'est de savoir si le consommateur final au restaurant, il s'en fout ou pas. Parce que ce qui l'intéresse aujourd'hui, mine de rien, c'est le prix. Mais les mecs s'en foutent complètement. Hein. Il y a un manque d'éducation. Il y a un manque d'éducation, d'accord, on en revient. Au système de base. La restauration scolaire à Lyon représente 23 000 couverts par jour, plus de 3 millions de repas par an. Le repas coûte 10 €, moitié pour la ville, moitié pour les parents. Sur 10 €, la nourriture ne représente qu'1,50 €. Évidemment, pour ce tarif, ce ne sont pas des mamies gâteaux qui préparent la nourriture de nos chères têtes blondes. Aujourd'hui, qui est-ce qui fait la cantine des 16 000 enfants lyonnais? C'est Elior et Avenance, qui sont les principaux clients de Break. Dès lors que vous avez 3 € pour faire un repas en restauration scolaire, vous n'allez pas utiliser les mêmes ingrédients et les mêmes produits que si vous allez dans un gastronomique. C'est-à-dire si moi j'ai envie de manger une viande, dans un gastro j'aurai plutôt des choix de races tels que l'angus, alors que dans une restauration autre, j'aurai pas du tout la même recherche d'exception et de race.
mijote pas un bœuf en daube comme faisait votre grand-mère quand vous avez 40 000 bœufs en daube à produire pour midi. On n'est pas avec tous les sens et tous les goûts. C'est une éducation des parents, une éducation de la cantine à l'école, une éducation des marchés en présentant les produits. Et c'est tout ça qui fait qu'on va pouvoir avoir le sens du plaisir à table et le sens du partage. On a eu des cours d'éducation civique, pourquoi on n'aurait pas des cours d'éducation culinaire? Je bosse énormément avec des lycées, des collèges, des choses comme ça justement par rapport aux cantines, mais avec des grands groupes. Et il y a vraiment une volonté de la part des groupes de mettre de plus en plus de produits frais. Le problème, c'est que souvent, ce sont les établissements qui veulent aussi tirer sur les prix. Donc je pense que c'est aussi à l'État, via ses subventions, de privilégier la bonne nourriture, parce que c'est bien gentil d'un côté de dire oui, manger des produits, 5 fruits et légumes par jour, mais il faut aussi s'occuper des enfants qui sont dans les établissements. Et là, je pense que c'est plus du ressort de l'État qu'autre chose. Le Grenelle de l'environnement avait annoncé un certain pourcentage de bio dans les cantines. Bon, je pense que l'objectif ne sera pas atteint dans les délais, mais ça avance quand même beaucoup. En 2011, le nombre de cantines, des cantines d'école ou les cantines des collectivités locales territoriales avaient vraiment augmenté leur part de bio. Il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants et on le voit bien autour de nous, la façon dont les enfants, les préférences alimentaires qu'ils ont en fonction de la façon dont les parents les élèvent. Une bonne paire de claques dans la gueule. J'ai la chance d'avoir une grande famille puisque j'ai 9 enfants. Donc grâce à eux, je sais que le premier restaurant à France, c'est McDonald's. C'est la réalité. Hein. Et c'est pas moi qui les emmène, c'est eux qui m'emmènent. Donc c'est qu'ils ont un certain plaisir à aller dans ce type de restauration. Direct au creux de l'estomac. Une chose dont on ne parle jamais, c'est le lait de croissance pour les enfants, qui entre à peu près 6 mois, 1 an et 2-3 ans. Les laits de croissance sont sucrés, sont tous sucrés et parfumés à la vanille. Il y a 50 ans, on apprenait aux petites filles à faire l'omelette, la daube, etc. C'est devenu rare que les mères l'apprennent à leurs enfants, filles ou garçons, aujourd'hui. C'est un vrai problème. Quelle sera la capacité de ces jeunes enfants d'avoir un comportement alimentaire adapté dans l'avenir? C'est une grosse préoccupation pour nous. C'était mieux avant. De toute façon, je pense que tous les hommes, à toutes les époques, ont toujours dit c'était mieux avant. On se nourrit tous les jours et on bouffe un peu de la merde tous les jours. Ça fait 3 mois qu'on voit des fraises de partout. Elles sont immangeables, mais les gens les achètent. De toute façon, on est arrivé à un stade où, je pense, où on devra tous manger la même chose, sinon ça ira pas. Alors, si on commence à parler d'uniformisation, on peut vraiment aller très loin. J'ai des clients, une fois, qui m'ont dit « Oh, on a été sur les quais de Saône, là-bas, on a mangé une blanquette de veau. Elle n'était pas trop mal. On a mangé la même rue Mercière. » Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ça? Il n'y a pas de personnalité. Ça démarre presque au niveau de la graine, puisqu'il y a de moins en moins de biodiversité. Les paysans sont tenus à utiliser qu'un certain nombre de semences. Déjà au niveau des fruits et légumes, déjà on a moins de variétés. La logique industrielle, c'est une logique qu'on peut très bien comprendre, c'est de convenir au maximum de consommateurs. Donc, de perdre un peu la spécificité des produits, puisqu'on essaye de toucher le maximum de consommateurs. C'est le Coca-Cola, c'est l'uniformisation du goût, on est en plein dedans. Mais la France, c'est plutôt un des pays qui lutte contre ça et qui résiste bien.
qui nous maintient en vie, particulièrement en bonne santé, nous Français, c'est notre rapport à la nourriture et le fait que, pour nous, l'acte de manger soit un acte joyeux et bénéfique et varié. Et ça participe à notre bonne santé. Ça relève de la psychiatrie dans notre pays, un pays où tu as 600 sortes de fromage et autant de sortes de pain que de sortes de fromage, c'est pas un pays de gens normaux. On a plein de parents qui amènent leurs petits gosses et quand je les vois manger, tiens, ça c'est effectivement une asperge. Je pense qu'il y a une culture aujourd'hui du bon goût qui est quand même que les parents inculquent aux enfants. C'est une question d'éducation, mais j'allais dire, il y a de la place encore pour la gastronomie, je pense. Chers amis, bonjour. Dimanche prochain, vous recevez vos beaux-parents à dîner. Vous allez leur préparer un succulent repas. Mais lequel exactement? Poulet rôti, bœuf en daube, magret de canard, rôti de porc, couscous, paella? Alors, vous avez décidé? C'est parti pour un rôti de veau pour 4 personnes. C'est simple, grâce à la pastille qui fait tout. Rôti de veau, non ça c'est poulet. Rôti de veau pour 4 personnes. 2, 3. Oh non, j'allais mettre hamburger frites, pardon. 4. Vous remuez et vous couvrez. Et là, c'est fini. Votre rôti de veau est prêt. Il ne vous reste plus qu'à... La pastille qui fait tout, dedans, tu as tout. Tiens, tu peux même nourrir les animaux avec. Mais pas trop quand même. Pastille qui fait tout, la nouvelle gastronomie française.